Je vous fais part aujourd'hui des résultats d'une recherche que moi et mon collègue François Bolduc, avec un étudiant de maîtrise qui a terminé, qui a gradué, Charles-Antoine Giroir, avons mené en partenariat avec l'Association québécoise des cadres scolaires. Oui, Donc, cette j'en ai recherche, une. Excuse-moi, je t'interromps. Je ne vois pas de partage d'écran. ben moi, j'ai partagé mon écran. C'est marqué, vous êtes en train de partager votre écran. OK, la détérioration de la qualité de l'emploi. Oui. C'est bien ça. Excellent. Merci. Bon, une fois cette interruption terminée, donc, c'est une recherche en partenariat qui regarde la détérioration de la qualité de l'emploi et du travail des cadres scolaires au Québec, donc ceux qui sont membres de l'Association québécoise des cadres scolaires. On s'est posé la question, moi et François, dans ce contexte, si cette détérioration était une remise en question du modèle de représentation. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les résultats descriptifs de cette recherche. Donc, on a procédé à une recherche. D'abord, on avait fait un groupe de discussion pour bien saisir la problématique avec le partenaire qui est l'Association québécoise des cadres scolaires, avec leur bureau de relations de travail, car ils ont un bureau de relations de travail pour les représenter auprès du gouvernement, du Conseil du Trésor et du ministère. Et ensuite, ça nous a permis d'affiner les questions de recherche et également, on a ajouté nos intérêts à nous, à moi et François, qui étaient ceux vraiment pour les modèles de représentation. Donc, la recherche comporte deux volets, si on peut ainsi dire. L'évolution de la qualité de l'emploi du travail du personnel d'encadrement dans les centres de services scolaires et ensuite la remise en question de leur modèle de représentation. Donc, la problématique, ça se situe beaucoup dans les réformes de la gouvernance scolaire qui a lieu au Québec depuis le déficit zéro environ, donc depuis 95-96. Puis cette réforme de gouvernance, ça consolide beaucoup, dans notre optique à nous, les pouvoirs de contrôle et de surveillance du ministère de l'Enseignement et de l'Éducation de l'enseignement supérieur sur la gestion des centres de services scolaires. Donc, c'est ce que René Lessard mentionne que c'est, si on peut dire, une nouvelle régulation scolaire. D'abord, on voit les éléments ici. Les éléments les plus importants pour nous dans ce contexte-là, bien sûr, c'est d'abord la réduction du nombre de cadres scolaires. Il y a également un renforcement important des pouvoirs des directions générales dans les centres de services scolaires. Il y a un contexte de compression assez important avec une baisse de revenus autonomes pour les services éducatifs et d'entretien des bâtiments. Au Québec, ça s'est manifesté, par exemple, par la baisse de la taxe scolaire. Bien sûr, le Québec est doté beaucoup par un système d'éducation qui est à 3 vitesses. Il y a une concurrence importante public-privé. Il y a également une concurrence très importante public-public à travers les programmes spéciaux. Le tout se situe dans un contexte de gestion axé sur les résultats et d'une obligation d'optimisation des ressources par un modèle lean. Et bien sûr, dans un contexte où il y a un alourdissement des curriculums, on demande à l'école et au centre de services scolaires de faire beaucoup plus de choses qu'auparavant. Le programme une chose qui caractérise beaucoup le programme d'éducation québécois, le programme de formation de l'école québécoise, qui est dans la LIP, dans la loi de l'instruction publique, et la lourdeur du curriculum. C'est un curriculum extrêmement lourd au Québec. On tend à vouloir enseigner plus de choses qu'ailleurs au Canada, surtout au niveau primaire. Et bien sûr, il y a un élargissement des services offerts également en raison des problématiques dont les enfants souffrent aujourd'hui d'une façon assez importante. Le tout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre pour livrer ces dits services. Donc, c'est un contexte où il y a beaucoup de pression sur le personnel d'encadrement, mais également les autres salariés pour justement trouver des moyens de livrer ces services. Dans ce contexte-là, il y a le modèle de détermination des conditions de travail. Je parle vite là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Là. Le modèle de détermination des conditions de travail, selon la loi, repose sur la loi des syndicats professionnels et la loi de l'instruction publique. Donc, les cadres scolaires, bien sûr, n'ont pas le statut de salarié. Ils n'ont aucun droit de négociation. Ce que la loi sur les syndicats professionnels leur accorde, c'est une consultation. Mais en bout de ligne, c'est une détermination unilatérale des conditions de travail par l'employeur. Il faut comprendre ici l'employeur qui est le Conseil du Trésor du gouvernement du Québec. Donc, c'est un contexte de dialogue social très limité, extrêmement limité. Le gouvernement consulte les organisations, mais ensuite, il peut décider lui-même quelles seront les conditions de travail. Donc, les ententes sont inscrites ensuite dans un règlement, un décret sur les conditions de travail du personnel d'encadrement du gouvernement du Québec. Un des grands changements qu'il y a eu depuis 2015 dans ce contexte est que le gouvernement a exigé que les organisations, les différentes associations
qui représente son personnel d'encadrement, se regroupent pour la négociation collective sur une table centrale. Donc, il a un petit peu reproduit le modèle de la loi 37, là, donc sans les moyens de pression, bien sûr, là, mais pour qu'il y ait une négociation regroupée. C'est la première fois, il n'y avait pas de négociation regroupée auparavant. Les ententes portent uniquement sur les aspects monétaires et les conditions d'emploi du personnel d'encadrement. Les conditions normatives, telles que l'organisation du travail, la charge de travail, ne sont pas régulées par cette entente. Elles sont laissées à une négociation individuelle avec les directions générales des centres de services scolaires. Donc, la problématique, c'est que ce modèle ne semblait pas poser de questions ni de problèmes jusqu'aux réformes des années 2000 et suivantes. Les compressions liées à l'austérité et au financement de l'éducation et la crise de la COVID-19 ont amené une remise en question de ce modèle, mais également la décision flageuse sur les cadres, la sentence Loto-Québec, bien sûr, où le gouvernement, où on a accordé le droit, si on peut dire, de négociation, de syndicalisation aux cadres de l'Auto-Québec, mais pas tous les cadres dans l'Auto-Québec. Hein. Ce sont ceux qui sont sur le plancher. Donc, c'est les cadres de premier niveau. Hein. Également, le gouvernement doit proposer un cadre qui permet une réelle discussion entre les partis. C'est ce qu'on voulait. À ce moment-là, justement, le Conseil du Trésor a exigé d'abord une négociation regroupée et également, il a exigé que les partis préparent des cahiers de revendications selon le modèle syndical habituel, ce qui était tout à fait nouveau. Nous, ce qu'on a appris lors de nos consultations avec les organisations non seulement de l'AQCS, mais avec également celles qui sont dans le secteur de la santé et des services sociaux lors d'une recherche précédente, et que les associations de cadres dans le secteur public parapublic ne consultaient pas leurs membres avant de s'asseoir avec le gouvernement. Et là, il y avait une exigence puisque ça prenait des revendications écrites. Donc, ça changeait beaucoup. Donc, pour nous, on se pose la question si l'ensemble de ces changements sont des éléments déclencheurs d'une remise en question du modèle de représentation collective. Donc, les sous-questions associées au projet de recherche sont comment les cadres scolaires perçoivent-ils et elles l'évolution de leurs conditions de travail, quelles sont leurs attentes envers leurs associations et quel modèle de règlement des conflits de négociation aimeraient-ils et elles voir émerger en lieu de la consultation non contraignante. Donc, la présentation des résultats va être en deux temps, ici avec le 7 minutes 18 secondes qu'il me reste. Va être d'abord, on va regarder les résultats de l'enquête sur l'évolution de leurs conditions de travail et ensuite, une partie de l'enquête portait sur le modèle de détermination qu'ils préféreraient, détermination des conditions de travail qu'ils préféreraient, et également sur le rôle qu'ils voudraient que leur association joue. Donc, au niveau des conditions d'exercice général du travail, donc, nos répondants ici, nous avions 715 répondants à cette question. Donc, on leur posait la question, est-ce que vos responsabilités actuelles dépassent ce que vous jugez raisonnable de faire? Il y en a environ 41 qui ont répondu que oui. Et à l'intérieur de cela, ceux qui ont répondu oui, il y en a 35, un peu plus que 35 qui disent que c'est en raison de la charge de travail et d'autres qui nous disent que c'est en raison d'un manque de ressources humaines. Donc, la rareté des ressources, la pénurie de main-d'œuvre, mais également, il y a eu des réductions d'employés lors des fusions des commissions scolaires. Il y a eu des réductions de main-d'œuvre. On leur demandait également, dans le contexte de la COVID-19, quelles sont la moyenne de leurs heures travaillées hebdomadaires. Vous voyez ici, avant et après COVID, depuis la COVID plutôt, ce qu'il faut voir ici dans le tableau, c'est les trois rangées du bas. Il y a une augmentation importante dans le contexte de la COVID et depuis la COVID, des heures travaillées par le personnel d'encadrement. Donc, 51 heures et plus par semaine, ça regroupe presque 42 de nos répondants. Donc, ce sont des personnes qui travaillent beaucoup plus qu'avant. Alors qu'avant, c'était plutôt autour du 41 à 45 heures semaine. Donc, ce sont des personnes qui ont vu leur temps de travail se prolonger énormément, plusieurs à la maison d'ailleurs. Hein. Au niveau, ça va beaucoup avec la charge de travail. Déjà, avant la COVID, avec les réformes, nos répondants nous mentionnaient que la charge de travail va augmenter d'une façon importante. Donc, presque 82 d'entre eux nous disaient que ça va augmenter avant la COVID. Depuis la COVID, il y a 88 d'entre eux qui nous disent la même chose. Donc, on était déjà dans un élan si on peut dire, d'augmentation de la charge de travail, de détérioration de leurs conditions d'exercice. Et puis cela semble avoir été aggravé par la COVID. Donc, dans ce contexte-là, on leur a posé des questions sur leurs priorités en termes de conditions de travail. D'abord, la rémunération globale. Donc, on peut voir ici que les salaires sont très importants en termes de priorité, mais également améliorer
revoir leur plan de classification également est une question importante. La raison pourquoi ces résultats-là sortent en premier, c'est d'abord, il faut reconnaître que le personnel d'encadrement dans les centres de services scolaires au Québec est, comme tout le personnel de l'éducation, est très sous-payé. Nous, on a eu les salaires, on a eu le plan de classification avec les salaires qu'ils ont. Dans plusieurs cas, ils sont payés moins que les enseignants-enseignantes qui sont au haut de l'échelle salariale pour les enseignants-enseignantes. Et puis, ils cumulent également beaucoup de responsabilités maintenant. Il y en a plusieurs qui font 2 ou 3 directions en même temps maintenant, ce qui est quelque chose de très, très difficile. Mais on peut voir ici les conditions économiques sont très importantes pour eux. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important à ce niveau-là, surtout le salaire, ce qui est tout à fait comprenable dans la situation où ils se retrouvent. Ensuite, on a voulu regarder leurs conditions de réalisation du travail. Il me reste 4 minutes, j'y arrive. Donc, on peut voir ici que dans le contexte où il y a une croissance, un accroissement important de l'autorité des directions générales des centres de services scolaires, également du ministère de l'Éducation qui envoie beaucoup, beaucoup de directives dans les écoles maintenant directement, sans passer par les centres de services scolaires, on peut voir que la préservation de leur pouvoir décisionnel est très important. Mais également, la reconnaissance de leur responsabilité additionnelle et le cumul permanent des emplois est également important, ce qui est très cohérent avec les résultats que nous avons vus précédemment sur les changements dans leur charge de travail et leurs conditions d'exercice du travail. On peut voir ici que leur deuxième priorité, c'est la réduction de leur charge de travail, qui tend à être très élevée. D'ailleurs, il y a des problèmes importants de rétention dans ce secteur, non seulement ces enseignants-enseignantes, mais également les cadres scolaires. Excusez-moi. Finalement, ici, on va regarder les deux, pas finalement, mais presque, on y arrive. Donc, le processus de consultation. Ça amène une remise en question beaucoup des organisations représentatives des cadres scolaires dans ce cas-ci et des autres cadres dans les secteurs publics parapublics. On peut voir ici que plusieurs d'entre eux, de leurs membres qui ont répondu à ce questionnaire, voudraient pouvoir avoir de réelles négociations, mais sans rapport de force, bien sûr, hein? Toujours. Hein? Et également, ils cherchent beaucoup des méthodes alternatives de règlement des différends dans ce contexte. D'abord, on leur a donné ici, à partir des travaux de Lorenzo Bordogna en Europe, on leur a placé des choix sur les différentes formes de règlement des différends auxquels ils pourraient avoir accès. On peut voir qu'il voudrait y avoir un arbitrage des différends dans leur premier choix. Ensuite, également, déterminer leurs conditions de travail par un panel d'experts neutres, également rejoint plusieurs d'entre eux. Et d'une façon assez paradoxale, alors qu'ils ne veulent pas être syndiqués, ils veulent, par contre, pour 50 de nos répondants, presque 51, ils voudraient que leurs conditions de travail soient inscrites dans des conventions collectives, ce qui est très, très paradoxal. Mais on voit ici dans le bas hein, qu'ils ne veulent pas, puis ça fait partie de leur identité, hein, ils ne veulent pas avoir le droit à la syndicalisation, mais ils rejettent également le droit de consultation leur est offert aujourd'hui dans la loi des syndicats professionnels. Finalement, le rôle qu'ils voudraient que leur organisation, leur association joue, on peut voir ici que le rôle qu'ils voudraient que leur association joue, c'est un rôle de présence plus publique et plus politique dans les débats de l'éducation. D'abord, à l'interne, ils voudraient avoir un lieu d'échange beaucoup plus important, d'avoir une dynamique donc interne plus importante d'échange et de discussion, mais également, si on regarde à la troisième ligne, hein, donc ici, accès à leur présidence, qu'on tient compte de leur opinion, etc. Et ensuite, à l'autre tableau, on voit ici les formes qu'ils voudraient, que l'action syndicale, l'action que leur organisation devrait prendre. Ils voudraient augmenter d'abord leur présence auprès du ministère de l'Éducation, mais également, on peut voir ici la dimension politique dans les autres réponses. Participer au débat public va chercher 92 %. Un discours public qui associe leur expertise au bon fonctionnement du réseau scolaire pour presque 9 sur 10 d'entre eux. Des activités de lobbying, les valeurs du système d'éducation publique. Donc, faire une campagne de publicité pour valoriser leur expertise, donc une valorisation. Également, une meilleure présence dans les médias et avoir plus d'alliances avec les autres cadres des secteurs publics parapublics. Donc, on peut voir ici qu'il y a une remise en question du mode de fonctionnement habituel de leur organisation, qui voudrait que leur organisation, d'abord, remette en cause le modèle de consultation, mais également les moyens d'action de leur association. Donc, pour terminer, les constats généraux, parce que mon téléphone sonne,
Les constats généraux sont d'abord que la détérioration des conditions d'exercice existait avant la COVID et que la COVID a approfondi ce mouvement. On peut voir également qu'il y a un mal-être des cadres scolaires, dans la mesure où ils voudraient avoir un autre modèle de représentation, mais rejettent un modèle de représentation qui est plus revendicateur et d'action syndicale. Donc, le nouveau modèle, qui est plutôt ambivalent en raison de leur statut social, on rejette la consultation, mais on rejette également la syndicalisation. Il y a une volonté de retrouver un modèle de détermination qui retire le pouvoir unilatéral de l'employeur. Mais ce contradictoire ici, ce qui est contradictoire, c'est sans présence syndicale. Il y a des attentes beaucoup plus élevées envers leur association. Ils la veulent plus proactive auprès des membres, des employeurs, du secteur et de la population. Donc, il y a une certaine recherche de valorisation sociale. Et j'ai terminé.